Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG, sans tabou, sans jugement, parce qu'avorter c'est parfois un choix, un soulagement ou une douleur. Ici vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé, pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci Simone. Aujourd'hui, je reçois Laure. C'est un épisode un peu spécial, parce que Laure est médecin généraliste. Alors elle ne va pas nous livrer un témoignage, mais plutôt nous éclairer sur la pratique de l'IVG en médecine générale. Nous avons eu ensemble un échange passionnant, et j'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous laisse tout de suite l'écouter. Bon, alors pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, depuis combien de temps tu exerces et ce qui t'a amené au micro aujourd'hui? Bonjour, déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis Laure Gessler, je suis médecin généraliste. J'exerce depuis une dizaine d'années et depuis à peu près 4-5 ans dans une maison de santé que j'ai fondée avec des collègues. On est une quinzaine à travailler ensemble et moi, j'ai une activité essentiellement tournée vers la prévention. J'ai une dimension psychologique aussi assez importante puisque je pratique l'hypnose et l'EMDR. Et la raison de ma venue sur ton sujet, merci beaucoup, c'est que je réalise des IVG, des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses au sein de mon cabinet. Merci beaucoup Laure, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je te propose, c'est de commencer par une news insolite. Donc je vais te poser une petite question. Dans le contexte, aux États-Unis, Adria Smith, alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est une Américaine noire qui a 30 ans et qui s'est effondrée en étant victime d'un caillot sanguin dans son cerveau. Et la veille, il y avait un scanner qui lui avait été refusé et elle était rentrée chez elle. Et donc à ce moment-là, elle est déclarée en mort cérébrale et l'hôpital universitaire Emory va tout de même la maintenir artificiellement en vie pendant environ 20 semaines contre la volonté de sa famille. Ma question est, pourquoi l'hôpital a pris cette décision de la maintenir en vie? Waouh! Alors, c'est incroyable. Alors, comme ça, du fait de notre sujet et tout, je me demande si cette jeune dame n'était pas enceinte. Effectivement, ouais, Ah, je complètement. confirme. Et alors, En fait, justement, t'as la fin de l'histoire? ouais, j'ai la fin de l'histoire. En fait, ils ont décidé de la maintenir, artificiellement en vie pour le fœtus, en s'appuyant sur une loi qui existe dans l'État de Géorgie et c'est une loi qui interdit bien évidemment, l'avortement dès qu'il y a eu détection d'une activité cardiaque fœtale et il y a pas d'exceptions qui sont faites pour les cas de mort cérébrale et là-bas, c'est la loi du cœur, qui bat et donc le petit garçon qui s'appelle Chance est né par césarienne à 29 semaines, donc très prématuré et puis, forcément, il a eu des graves complications, notamment, hydrocéphalie et son pronostic vital est encore incertain et la maman de Adriana Smith, elle a indiqué que son fils, peut-être qu'il va être aveugle, peut-être qu'il va être incapable de marcher et elle dit pas que, elle aurait choisi forcément l'interruption de grossesse pour sa fille qui était en mort cérébrale, mais elle aurait au moins aimé avoir le choix. Ouais, ouais, Ouais. ça met aussi beaucoup en lumière ce qui se passe aux États-Unis hein, autour des droits fondamentaux. Alors là, c'est vraiment une situation très particulière, mais je sais qu'en France, on légifère aussi beaucoup là-dessus parce que c'est compliqué. Hein. Là, on ne prend pas en compte la volonté des parents de cette personne. C'est quand même très particulier. Ouais. Donc effectivement, comme tu le dis, hein, ça se passe dans un contexte aux États-Unis où déjà, l'avortement est énormément remis en cause, ces dernières années. Mais du coup, c'est une news toute récente, donc je me suis dit: «C'est intéressant d'en parler», et voilà, de commencer le podcast sur ce sujet. C'est vraiment tout ce qui touche autour de la vie et de la mort et c'est forcément hyper complexe et ça renvoie aussi à beaucoup de choses, à notre histoire, perso, à l'histoire, à tout ce qu'on imagine autour de tout ça aussi, qui est très fantastique. Complètement. Ouais, c'est très intéressant.
Je te propose du coup qu'on revienne à toi et notamment au début de ton parcours de médecine. J'ai fait mes quelques recherches et j'ai vu que Simone Veil était la marraine de ta promotion. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais si c'est le cas, est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont tu exerces aujourd'hui? Alors, tu ne te trompes pas. J'ai eu cette chance-là. C'était assez incroyable, hein, parce que bon, c'est pas n'importe qui et c'est vrai quand on en fait, la tradition veut que lorsqu'on réussit notre fameuse première année de médecine, voilà, c'est quand même très difficile. On passe en début de deuxième année et là, on nous attribue un parrain ou une marraine de promotion et donc ma promo a pu rencontrer, Simone Veil qui est venue. J'avais débuté mes études à Nancy à l'époque et c'est vrai qu'on a pu rencontrer cette dame et c'était avec beaucoup d'émotion. Alors aujourd'hui, on parle plus, des droits des femmes, l'IVG et cetera, ça revient, mais c'était déjà le cas, dans les années, 2020, enfin 2000 pardon, quand j'ai passé, tout doux mes 1 épreuves de médecine. Et est-ce que ça a changé, ma façon de travailler? Ben, j'ai envie de dire presque oui, mais ma vie aussi. Ça peut paraître, bizarre, mais c'est très, très symboliquement fort, en fait, pour moi, qu'elle incarne, enfin voilà, une médecine, au service des droits fondamentaux, une médecine qui est ancrée, vraiment, dans le réel, dans les combats de la dignité, de l'égalité. C'est quelque chose qui faisait vraiment écho à la façon dans laquelle je rêvais d'exercer mon métier. Parce que quand on a 18 ans, on a beaucoup de rêves. On est souvent déçus par la suite quand on voit le système de santé qui part complètement en cacahuète. Mais par contre, j'avais ces rêves-là et ouais, j'étais émue de la rencontrer et ça nous rappelait aussi une certaine responsabilité parce qu'elle nous donne une belle leçon aussi. Enfin voilà, on est responsable de rendre la santé, accessible, en particulier dans des domaines qui sont vraiment stigmatisés ou fragilisés, comme l'IVG. Ah, je trouve ça incroyable, ça me met des frissons. J'imagine, Mais j'en ai eu vraiment, hein, c'est véridique. Je me souviens, j'étais comme une gamine de 5 ans sur la photo, je m'étais approchée, je voulais être toute proche d'elle. ouais, Mais mais c'est vrai que plus tard, je crois que j'ai même réalisé bien plus tard que la c'était une vraie chance. signification, Et c'est vrai que par contre, au-delà des IVG, enfin c'est venu plus tard. À l'époque, je savais déjà que je voulais vraiment être dans un univers où le psychosocial avait une importance. Voilà, je savais pas encore exactement où j'allais aller. C'est venu vraiment plus tard. J'ai d'abord commencé par, de la prévention en étant médecin de PMI. Voilà, j'avais aussi, pas mal de patients, des migrants aussi et cetera. J'avais cette envie d'aller, vers, des personnes, enfin en tout cas d'aider des personnes qui étaient fragilisées, qui étaient dans des difficultés et c'est seulement plus tard, quand je me suis installée, dans mon cabinet médical de manière un petit peu plus classique, que j'ai pu faire aussi des choix dans ma façon de travailler, que très naturellement, la possibilité de réaliser des IVG s'est offerte à moi et voilà, j'ai contacté le CHU et j'ai fait les démarches pour pouvoir, les pratiquer. et quel a été ton premier contact avec, l'avortement, avec l'IVG? Alors ça a été, plutôt pendant mes études internes, j'ai accompagné, des femmes, dans ma formation, on va dire, autour de la gynécologie. J'ai assez vite compris que c'était pas juste un acte, technique. Alors moi, je réalise des IVG médicamenteuses, hein, Mmh. pas, chirurgicales. Mais, ce qui m'a plu, c'était qu'il y avait surtout un accompagnement global, donc médical, psychologique, social, j'en ai parlé. Voilà, donc la médecine générale permet ça, l'IVG médicamenteuse et ça permet aussi vraiment d'être acteur directement dans l'accès aux soins et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce qu'on va d'abord informer, prendre, voilà le consentement, donner toutes les explications. Puis après, il y a le côté un peu plus, pratico-pratique des traitements. Mais j'aime bien cette idée aussi d'aller un petit peu plus loin dans le côté, ben, voilà, comment vous sentez? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Que vous avez un rapport, particulier à la contraception? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes, mal ou bien accompagné? Et aller vraiment sur ce terrain-là et puis finalement, on voit que souvent ça va au-delà de ça, ça pose des réflexions sur le désir d'enfant, sur, notre propre histoire familiale, de couple, et cetera. Ouais, donc ça te permet clairement d'avoir un accompagnement global et pas juste, limité au corps, mais aussi d'avoir tout le côté psychologique,
autour de cet acte qui effectivement de toute façon n'est pas anodin et même si la personne est à l'aise avec son choix, il y a toujours une discussion à avoir, effectivement un peu plus psychologique, sur les conséquences, sur comment elle peut le vivre plus tard. Ouais, c'est très juste. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine holistique. Moi, c'est un terme que j'aime pas forcément parce que je trouve que le psychologique qui devrait vraiment de façon très, naturelle et tacite, être pris en compte à toutes les consultations. Le problème, c'est que ça c'est compliqué, hein, dans les faits de prendre vraiment du temps et de réussir à ne pas dissocier les 2. Et c'est vrai que malheureusement, le contexte fait que, ben, des fois, ben, on fait par priorité, on gère le Mmh. corps, et on délègue, le mental ou alors on gère le mental, sur une autre consultation. Bref, enfin, en tout cas, c'est pas simple. Après pour ma part, je trouvais qu'on était aussi, nous les médecins pas assez bien formés en communication. En tout cas, tout ce qui est aussi, prise en charge, des patients dans leur globalité, les annonces de pathologie aussi. Je trouve qu'on a des lacunes dans l'enseignement et c'est vrai que j'ai fait ce choix-là aussi de me former, à l'hypnose, aux thérapies brèves, à l'EMDR. En Ouais, donc EMDR toi, tu es allé chercher un complément de formation, notamment sur l'accompagnement plus psychologique pour être, toi, j'imagine, plus à l'aise et savoir comment faire aussi pour être, c'est ça, dans oui. l'accompagnement. Mmh. C'est une formation de 3 ans et c'est vrai que, par exemple, en EMDR, on a affaire, à la prise en charge des psychotraumas. Donc il m'arrive d'avoir dans mes patients, souvent des patientes, des personnes, qui ont eu, des agressions, ce genre de choses et c'est vrai que, grâce à cette formation, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir plus les armes pour Mmh. accompagner les patientes et ben, du coup, les IVG, ben, malheureusement, des fois, c'est dans ce cadre-là aussi et j'ai l'impression voilà, d'avoir un petit peu un discours qui est plus humain ou en tout cas plus juste depuis que j'ai fait ces formations-là. Moi, je savais pas, en fait, que les médecins généralistes, pouvaient, pratiquer des IVG. Je sais pas si c'est quelque chose qui est, assez, connu par les femmes. Mais est-ce que tu peux nous dire, en tant que médecin généraliste, quel est ton rôle? Alors tu disais déjà, vous, c'est pas chirurgical, les médecins généralistes, c'est médicamenteux. Mais est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle d'un médecin généraliste dans l'accompagnement d'un parcours, à l'avortement? Oui, oui, bien sûr, je peux bien t'expliquer. Alors, est-ce que les gens sont informés? Peut-être pas assez, effectivement. Après, il faut vraiment, ne pas avoir peur de taper, alors maintenant, il y a des logiciels comme Doctolib ou si on Mmh. tape IVG médicamenteuse, on tombe quand même sur des médecins qui pratiquent. Dans ma ville, il y en a beaucoup parce que, bah, ça facilite l'accès aux soins. Il y a même des médecins généralistes qui sont formés à l'échographie, ce qui permet d'avancer entre guillemets «plus vite» et de rendre le parcours de soins plus simple pour les patientes et ben, comment ça se passe? Et ben, l'IVG médicamenteuse, elle consiste en la prise de 2 médicaments. Alors évidemment, en amont, il y a vraiment un rendez-vous où on prend le temps et on statue aussi par rapport au retard de règles au niveau des délais. Mmh. Parce qu'il y a vraiment cette question des délais qui est pas toujours simple et puis il y a aussi le fait que, bah, il y a certaines, patientes qui ont envie que ça aille très, très vite parce que, ben, c'est difficile aussi d'attendre, ce moment où on va prendre le traitement. Il y a des patients qui ont besoin d'attendre pour se donner plus de temps, pour en parler, des fois, avec le conjoint. On doit s'adapter, en tout cas. Mais donc il y a ce rendez-vous en amont où on explique bien tout. Pour ma part, j'ai une petite feuille A4 qui donne aussi beaucoup d'infos à l'écrit, parce que je trouve qu'en plus de les dire à l'oral, ça permet à la patiente de repartir avec des infos, avec aussi un numéro de téléphone pour appeler et cetera. Oui, c'est ça, parce que quand elle vient te voir, on imagine déjà qu'elle est un peu stressée de le dire, de le verbaliser, donc peut-être qu'elle va repartir avec 20 de ce que tu lui as dit, donc ça permet de relire à tête reposée, j'imagine, ce que tu lui as dit, oralement dans Oui. ton cabinet. Mmh. Ouais, c'est ça, parce qu'on balance quand même beaucoup d'infos. Mmh. Il y a aussi, l'air de rien, bah, heureusement, c'est un droit qui existe maintenant. Il y a des personnes qui sont déjà passées par là ou qui en ont parlé parce que c'est de moins en moins tabou et heureusement aussi. Donc ils me disent: «Ah bah, mon amie, elle l'a vécu comme ça, est-ce que moi je vais avoir ci?» Alors chaque cas est unique, mais voilà, en tout cas, on répond aux questions, au max de questions et c'est vrai que moi, j'ouvre quand même aussi la parole sur le fait que si il faut être sûr de soi, on se donne le temps qu'il faut, il faut pas voilà, faut bien avoir tout compris qu'au jour J où on se lance et si jamais il devait y avoir un changement d'avis, ben, c'est OK aussi, il y a pas de problème, on prend le temps vraiment pour, tout expliquer. Et donc, ça consiste à la prise de 2 médicaments. Le premier, c'est la
mifepristone qui clairement, arrête la grossesse, c'est-à-dire que ça va arrêter le cœur. Ensuite, il y a un second, traitement qui s'appelle le misoprostol qui lui va provoquer des contractions et expulser, l'embryon en provoquant des règles. Alors tout ça, ça peut se faire par votre médecin. Il y a aussi des sages-femmes, hein, qui peuvent le faire en ville. Il y a des gynécos libéraux aussi qui peuvent le faire jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, donc 9 semaines, sans OK. règles et ça, c'est très strict, tout simplement parce qu'au-delà, ben, il peut y avoir des risques, hein. Donc nous, on doit, avant de donner ces traitements-là, mettre en place, différents examens, à savoir une prise de sang. La prise de sang, bah, elle confirme la grossesse. Souvent, ça a été fait avec une analyse d'urine, mais on préfère une prise de sang, c'est ce qui justifie, de Mmh. manière plus sûre. Elle va aussi s'assurer que la patiente, elle a pas de soucis, sanguins. Ça m'est jamais arrivé, mais effectivement, on doit s'assurer qu'il y a pas de problème de coagulation, ce genre de choses. L'autre examen qui est demandé, c'est une échographie. Alors à l'écho, on voit vraiment pas grand-chose. Des fois, les patientes, elles vont voir, juste un sac sans embryon dedans et quelque part, quand c'est des tout débuts de grossesse, c'est assez habituel et moi, ce que j'en dis, c'est que, ben, de toute façon, au pire, on ne saura pas si c'est un œuf clair ou un début de grossesse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça confirme que le début, en tout cas de cette A eu conception lieu, que ça a est commencé. intra-utérin. Voilà, Ah donc ça oui, veut aussi. dire Mmh. ça. En fait, c'est surtout ça. Après, ce que j'en dis, c'est quand les patientes me posent la question, elles me disent: «Ah mais j'ai pas vu d'embryon» et ben, je leur dis: «Écoutez, on prend les traitements parce qu'il faut expulser, ça, mais par contre, on saura jamais si c'est un réel début de grossesse ou pas». Voilà. Mais par contre, l'écho, elle est quand même importante, pour être sûr que c'est pas une grossesse extra-utérine. Voilà, c'est les 2 examens qu'on fait qui peuvent être faits très rapidement et dans la foulée, 1er traitement à prendre avec moi au cabinet médical. Ça, c'est le fonctionnement obligatoire parce que quand même, c'est pas rien, c'est pas anodin, prendre ce genre de traitement et le second, par contre, la patiente, elle le prend chez elle. Souvent, moi, je demande à se lever pas trop tard, à le prendre le matin. Comme ça, l'expulsion se fait, en général en fin de matinée, début d'après-midi où je passe un coup de fil pour savoir comment ça s'est passé et voilà, c'est lancé. OK, du coup, tu as un suivi quand même à distance. Tu rappelles, la femme pour savoir comment ça s'est passé, de Ouais, son après côté? ça dépend des praticiens. Pour ma part, je passe un coup de fil, ouais, le jour où elle est «seule Mmh. chez elle» entre guillemets. C'est vrai que je demande, pour les patientes qui ont des enfants, par exemple, je leur demande de rester, plutôt un peu tranquilles, si elles peuvent faire garder les enfants, voilà, de prévoir une petite journée cocooning et moi je viens dans tous les cas aux nouvelles et je revois les patientes à mon CAB en général, 15 jours après avec une prise de sang pour, s'assurer que les fameux taux de bêta-HCG, diminuent. Ils sont rarement OK. nuls, c'est pas possible, mais par contre ils ont diminué, ce qui indique que tout s'est passé, en bonne et due forme. Ouais, que la grossesse s'est vraiment arrêtée et qu'il y a eu une Ouais. expulsion, Après, pour différencier, puisque c'était la question de base, l'IVG chirurgicale, ça se fait par ce qu'on appelle par aspiration. Alors c'est comme si on branchait un mini aspirateur, hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça, hein, c'est une aspiration et ça se fait dans un établissement de santé. Donc en général, moi j'adresse les patientes au CHU. L'anesthésie, elle est soit locale ou générale et elle peut être proposée jusqu'à 14 semaines, d'aménorrhée. et par contre, on peut pas la faire trop tôt. On est obligé d'avoir, un certain nombre de semaines pour faire, l'opération chirurgicale, je sais Sinon plus ça le se fait un peu nombre, plus mais tard. mmh. La plupart du temps, ça se fait un peu plus tard, mais aussi parce que les patientes sont hors délai. Parfois, ça se fait par choix, aussi parce que, par exemple, la patiente, elle a déjà eu une IVG, peut-être que ça c'est pour elle, ça a été peut-être difficile, ou hémorragique ou un petit peu compliqué et elle va demander une aspiration pour pas avoir à «subir» entre guillemets, une IVG médicamenteuse. Moi, je fais partie clairement des personnes pour qui c'était par choix la partie, chirurgicale. J'ai découvert très tôt que j'étais enceinte, j'étais à 4 semaines, donc j'ai dû attendre. Pour l'avoir vécu et pour commencer un peu à échanger avec les femmes, j'ai l'impression que psychologiquement, en tout cas, c'est plus facile, si on peut parler de ça comme ça, c'est plus facile de faire l'opération, même si c'est sûrement beaucoup plus, compliqué pour le corps parce qu'on passe par une anesthésie, enfin moi, en tout cas, c'était général, même si tu disais que local, c'était possible. Et toi, tu as eu une anesthésie générale par choix ou Ouais, par choix. ouais? Je voulais m'endormir et me réveiller avec plus rien et psychologiquement, même si j'étais très à l'aise avec mon choix, je me suis dit: «C'est plus simple que je ne vois rien, que je»
Voilà. Ouais, je comprends tout à fait, ton positionnement. Bah, entre nous, moi, j'ai subi des fausses couches et j'ai fait le choix aussi d'avoir l'IVG générale pour moi parce que j'avais cette impression de on entre, on ferme les yeux, on sort, c'est terminé et Mmh. j'avais besoin de le vivre comme ça personnellement. Après, c'est vrai que pour accompagner les patientes, c'est vraiment du cas par cas. Souvent, c'est vrai que l'IVG médicamenteuse, quand on a déjà accouché, par exemple, quand on est déjà passé par là, les personnes, elles le vivent plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi le facteur psychologique. C'est très ça peut être angoissant, ça peut être, douloureux. Je sais que le traitement, par exemple, que je prescris à prendre chez soi, souvent je prescris des anti-inflammatoires parce que ça provoque des vraies contractions. Des contractions, faut voilà, c'est particulier, il faut le vivre pour savoir ce que c'est et on peut avoir vraiment l'utérus qui se contracte, ça peut être douloureux et c'est si en plus de ça, on rajoute, du stress, un moral qui va pas bien, des angoisses ou même, aussi, beaucoup de saignements, ça peut être, vraiment, beaucoup. Donc je peux comprendre tout à fait que par choix, on préfère, rendre l'IVG chirurgicale, tout à fait. Dans la globalité des cas, des situations, ça se passe très bien. Moi vraiment, je sais pas, 8 situations sur 10, ça passe, entre guillemets, mais vraiment crème et puis les 2 des autres fois, la personne elle va me dire, souvent c'est ça, c'est, «Ah ben, pendant une demi heure, j'étais vraiment pas bien» et puis une fois que c'est «passé» entre guillemets, parce qu'on le voit si on y prête attention, Mmh. et on voit ce qui se passe, et ben, ça passe, voilà. Et après, il y a les règles qui sont enclenchées et ça peut durer assez longtemps, les règles, mais par contre, il y a rien de douloureux. Oui, après on revient sur des règles un peu classiques. Ouais, ouais. OK. C'est vrai que c'est important de se documenter et de bien avoir tout à connaissance pour, quand on se lance, se dire: «Voilà les situations qui peuvent, arriver, comment je vais me positionner, en fonction de comment ça se passe». Ouais et faire le bon choix pour soi parce que je dis pas que la chirurgie est un bon choix, un meilleur choix ou que la prise de médicaments est un bon choix. C'est en fonction des personnes et de ce qu'elles ressentent aussi. Est-ce que c'est plus compliqué pour elles psychologiquement? Est-ce qu'effectivement, comme tu disais, c'est plus facile de s'endormir et de se réveiller et c'est fini? Ou est-ce que la personne a besoin de vivre le process, au contraire? Donc oui, c'est effectivement important, je pense, de se renseigner et de faire en fonction de ce qui est le mieux pour soi à ce moment-là. Ouais, ouais et puis, j'ai envie de dire, pour soi seul, quoi. Mmh. Parce qu'on peut entendre quand même beaucoup d'avis et même des fois les gens qui veulent bien faire, conseiller. Moi, j'ai vécu ci comme ça, c'est forcément ce qu'il faut alors qu'en fait non, c'est hyper personnel, Mais je sais que quand même il y a beaucoup de femmes qui «réclament» entre guillemets qu'on fixe une date assez vite Mmh. pour pouvoir psychologiquement passer à autre chose. Ça, c'est un truc Et là, forcément, si on souhaite que le délai soit court, c'est a priori, forcément, médicamenteux. ça dépend. Par exemple, moi, je sais que je travaille vraiment main dans la main avec le CHU. J'envoie les patientes via les urgences avec un courrier. Elles vont pas amener du retard aux urgences ou qu'elles ont leur courrier, elles vont dans le service et ça se programme. Alors c'est sûr qu'il y a un petit délai pour programmer l'intervention, mais ça peut être pris en charge quand même assez vite si Assez rapidement. le Mmh. médecin peut aider, accompagner, en fait. Dans le cadre de l'accompagnement au cabinet, j'ai pu voir, sur ton compte, Instagram que 99 des femmes qui venaient, pour, consulter pour une IVG étaient seules. Elles n'étaient pas accompagnées. Alors que comme tu disais, pourtant, il faut bien être 2 pour fabriquer un embryon. Toi, au niveau des consultations, justement, comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Et quelles sont les choses que tu peux voir, où tu te dis: «Bah, si aujourd'hui on est écouté», effectivement, si on est écouté notamment par des hommes, accompagner les femmes peut-être lors de ces consultations, elles sont pas les seules à être concernées? Ouais, carrément. Alors il y en a quand même beaucoup qui soutiennent et qui sont présents quand je pose la de toute façon, je pose systématiquement la question. Quand les femmes viennent toutes seules, je leur dis: «Voilà, est-ce qu'il y a un conjoint? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est soutenant?» Je pose vraiment cette question-là. Souvent, ils sont soutenants et après, c'est plus OK. la vie qui fait que, voilà, le boulot, ce genre de choses. Il n'a pas pu forcément venir. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un lot de personnes qui se retrouvent un peu seules. Et en général, elles ont la chance d'avoir, une famille ou une amie à qui en parler et c'est vrai que souvent je demande à ce qu'elles, viennent à 2 ou accompagnées quand elles en ont parlé à quelqu'un. C'est rare les femmes qui n'en parlent à vraiment strictement à personne. Elles me disent toujours: «J'en ai parlé à une personne ou à quelqu'un».
J'ai aussi des situations où j'ai des jeunes, des mineurs et là, en général, alors c'est chouette, c'est beau pour l'avenir ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que plus les gens les patients sont jeunes, finalement, plus ils assument et ils viennent en couple. Quand c'est des mineurs, j'ai souvent les parents, les les mamans, les belles-mamans, il y a tout le monde qui est là. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quelque part, je trouve ça beau parce qu'on voilà, ce droit, il existe, on avance, on prend des décisions, voilà, tout le monde s'investit aussi là-dedans et quand il y a des jeunes hommes qui accompagnent, leurs petites copines et qui sont ensemble et qui vont me dire, bah, si typiquement, souvent, la situation, c'est ça, c'est, «Ah non, mais nous, on adorerait avoir des enfants, c'est juste que, voilà, là, on se lance dans nos projets de vie, dans nos études, c'est pas le Mmh. moment et c'est OK» et je trouve ça beau parce que c'est aussi comme ça que tu sais si ton compagnon, c'est le bon, quoi. Clairement, il a intérêt Ouais. à pas se barrer en courant. Parce que sinon, c'est vraiment une mauvaise personne. Donc ouais, voilà, il y a des fois, on est confronté à de la solitude. Il y a eu des situations, ouais, effectivement, il valait mieux, entre guillemets, que le conjoint soit pas au courant, voilà. Après, avec le secret médical, moi, j'accompagne, au mieux. Voilà, il faut respecter aussi tout ça. Et j'avais dit du coup moi sur, mon compte Instagram Merci Simone que, j'allais, avoir un échange avec une médecin généraliste donc, j'avais demandé, à ceux qui écoutaient le podcast, s'ils avaient des questions et justement il y a 2 questions qui font un peu écho à ce que tu dis. Il y avait une question qui était: «Est-ce qu'on est dans l'obligation d'informer sur le fait qu'on fait une IVG et est-ce qu'on est dans l'obligation d'informer quelqu'un?» Donc je pensais à ça parce que tu parlais que des fois il y avait des personnes mineures qui venaient. Est-ce qu'il y a une obligation pour, notamment les personnes mineures d'informer, ses parents, un référent légal ou? Ouais, c'est une super question. Alors, non, les mineurs, ils ont droit aussi au secret médical. Par contre, ils doivent être accompagnés par un adulte de confiance. Donc ça peut être un adulte, un oncle, une tante, un parent. Les mineurs aussi, on leur demande une consultation avec un psy, voilà, pour les protéger aussi, hein, tout simplement. Mais ils Mmh. ont pas l'obligation d'en parler à qui que ce soit. C'est vraiment du secret, médical et pareil, le corps d'une femme, mineure ou majeure, c'est son corps, c'est son droit, ses choix, comme on dit, elle peut ne pas en parler. Si elle veut que ce soit tu de tout le monde, et ben, ce sera vraiment notre secret médical, entre guillemets «à nous 2» et c'est OK. OK, bah, merci effectivement pour ces précisions. Il y avait une deuxième question, tu évoquais souvent, le couple vient en disant, «On adorerait avoir des enfants, mais plus tard, parce que là, c'est pas le moment». Il y avait une personne qui m'avait demandé si l'IVG augmentait, le risque de stérilité pour, d'éventuelles prochaines grossesses. Alors non, il y a pas d'impact, hein, sur, la fertilité, la stérilité. Pas avoir peur de ça. Après évidemment, c'est des traitements, costauds, on demande quand même, après avoir entre guillemets «géré» l'IVG, donc je te disais que je revois les patients 15 jours plus tard. Mmh. C'est vrai que c'est le moment de s'interroger sur la contraception parce que l'idée, c'est pas que la personne, se retrouve dans cette situation qui est quand même pas agréable et qu'on n'a pas envie de vivre quand même. Donc l'idée, c'est d'informer sur la contraception et est-ce que la personne en a envie ou pas? Des fois, c'est aussi compliqué, hein. Des fois, on fait des IVG parce que les personnes étaient sous contraception, mais des fois, c'est Et des ouais. personnes qui veulent pas de contraception, mais qui en même temps, assument pas tout à fait ou prennent vraiment des gros risques ou alors connaissent pas la pilule du lendemain et du coup, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Donc je pense que c'est important quand même de remettre bien les choses à plat pour dire que, certes, c'est un droit et c'est génial. Après, c'est quand même pas anodin, mais j'ai envie de dire peut-être plus sur le plan psychologique que sur le plan physique. Sur le plan physique, surtout si c'est pris en charge tôt, vraiment ça se passe très bien, il y a pas de souci, on peut tomber enceinte, plus tard, à distance, voilà, ce qu'on peut se dire, si ça peut aider à «remonter le moral» entre guillemets, c'est que, ben, ça a fonctionné, voilà, on sait finalement malheureusement grâce à cette situation que ça peut fonctionner pour la suite. Ouais, c'est ce que Sarah disait dans le premier épisode. Elle souffre d'endométriose et justement, même si elle le voulait pas maintenant, il y avait presque un côté où elle était presque contente d'être rassurée de savoir que son corps fonctionnait, en fait. Donc il y a pas de risque de stérilité et c'est surtout la question qui va se poser, puisqu'il y a pas de risque de stérilité, c'est la contraception et encore plus, j'imagine quand l'IVG a eu lieu déjà sous contraception ou peut-être qu'il y a une remise en cause de la contraception, qui est prise, que ce soit
un stérilet ou autre, peut-être évoquer un Ouais, changement? tout à fait. Est-ce que la personne, elle oublie tout le temps, sa pilule? Est-ce que, je sais pas, si elle utilise un préservatif, est-ce qu'elle lubrifie? Enfin, en fait, c'est vraiment on parle du concret, quoi. C'est quoi la vie? Quelle est la prise de risque? Voilà, donc ouais, faut tout mettre bien à plat pour éviter quand même de se relancer dans ce projet-là, d'IVG, enfin qui doit pas être un projet justement. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les principaux, obstacles que tu peux voir quand tu rencontres tes patientes? Alors j'ai envie de dire, le premier ce serait les retards de diagnostic. Ça va être la patiente, ben, qui n'avait pas capté que finalement il y avait beaucoup de retard parce qu'elle avait des cycles, irréguliers par exemple, Mmh. le test de grossesse a été fait tard, ça c'est un petit peu, enfin quelque chose qui est assez pénible et puis à ça s'ajoute le manque de professionnels formés en ville, donc des fois, s'il peut que je sois moi-même, un peu, bookée dans mes consultes, voilà, il peut y avoir du retard. Alors la seconde situation, ce serait peut-être la, pression que peuvent subir, certaines femmes. Malgré tout, pourtant, voilà, on essaie d'en parler le plus, possible, comme tu le fais toi, c'est génial. Je pense que malgré tout, il peut y avoir une sorte de culpabilité, voilà, des questions ça remue quand même. Donc voilà, une certaine pression qu'on peut avoir, des collègues ou enfin des amis ou même du conjoint. «Ah ben, il aurait aimé» ou et cetera. Enfin, beaucoup se heurtent quand même à des questionnements. Peut-être un dernier obstacle, ce serait vraiment cette histoire de délai. Malheureusement, Ouais. c'est comme ça. Même moi, j'ai pas le droit de faire ce que je veux. Donc, c'est un peu frustrant de dire à certaines personnes: «Bah, vous devez passer par la case chirurgie, à quelques jours, on entre guillemets, «on s'est loupé». Ça, c'est dur, je trouve, parce que, voilà, on aimerait des fois, répondre, autrement et que ça se passe, de façon plus simple, mais malheureusement, on peut pas toujours. Et est-ce que tu as eu justement sur le délai des situations où des femmes l'ont vraiment découvert trop tard, même pour, la case, chirurgicale? En France, c'est 14 semaines et du coup, comment ça se passe, en fait? Est-ce que c'est un accompagnement vers, tu es en relation avec des médecins à l'étranger ou des choses comme ça? Je sais pas du tout si Waouh, c'est une bonne question. Écoute, non, j'ai pas eu la situation des IVG. J'ai eu une personne qui a fait un déni de grossesse, mais je OK. l'avais pas vue, pendant le suivi, mais elle est venue me voir en me disant: «Bon, je suis enceinte, mais de 8 mois». Ouais, après légalement, nous, on peut peut-être effectivement inviter les patientes à se renseigner à l'étranger, effectivement, pour savoir s'il y a des délais plus larges. Moi, j'ai pas eu la situation. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est vrai que quand on démarre une grossesse comme ça, qu'on est amené à la pousser à terme, j'ai envie de dire, ben, si ça n'a pas été désiré, il y a aussi tout simplement, ben, des personnes qui vont s'y faire et se dire, «Ah ben, peut-être que c'est, le meilleur cadeau que je puisse avoir et puis, je vais m'investir à fond dans la grossesse» et tant mieux. C'est ce que je souhaite aussi aux personnes de le vivre positivement. Mmh. Après, des fois, quand c'est un peu bancal, moi, j'hésite pas trop à tourner, enfin, en tout cas, à adresser en protection maternelle infantile, en PMI. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un suivi psychologique et social pendant toute la grossesse et ça, pour moi, c'est important quand voilà, entre guillemets, «ça a pas démarré de façon idéale», de façon, comme dans les bouquins, où tout le monde souhaite le truc, que ça arrive 3 mois après, qu'on décore la chambre et que voilà, des fois, malheureusement, c'est aussi la vraie vie ça, c'est de se dire: «Bon, purée, Mmh. ça dessus, c'est pas le moment» ou alors j'ai une situation, financière compliquée, une viti des fois, c'est des situations professionnelles ou alors même des situations, familiales quand on vient de perdre un parent typiquement. Des fois, en fait, enfin, on n'imagine pas tout ce qui peut traverser la vie des gens et ben, voilà, si on a dépassé ce délai, moi, de toute façon, encore une fois, ça m'est pas arrivé, mais juste d'emblée, je proposerais un suivi assez poussé d'un point de vue psy pour être sûr que la personne soit hyper bien entourée et en tout cas, avec la PMI, on peut avoir des travailleurs familiaux, enfin, on peut avoir pas mal d'aides pour, mener à bien, une grossesse et c'est pas parce que ça a démarré, comme ça, par une grossesse, non désirée, quand même quand on parle, hein, il y en a plein, hein, ça arrive, assez souvent et ben, que ça se passera mal, ça peut très, très bien se passer et j'insiste bien aussi sur un autre point, c'est la question de l'âge. Pour avoir travaillé en PMI, j'ai eu des patients quand même très, très jeunes. L'âge, n'a vraiment rien à voir avec le schmilblick. Il y a des grossesses qui arrivent, à terme ou alors des demandes d'IVG qui sont pris en charge très tôt, très jeunes, chez les jeunes mineurs, par exemple et à l'inverse, des grossesses, entre guillemets «tardives»,
voilà, la personne, elle pense qu'elle est ménopausée, qu'il y aura pas du tout de grossesse à venir, elle prend plus de contraception, puis elle tombe enceinte à 45 ans. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Puis finalement, elle accepte, de garder ce bébé et dans les 2 extrêmes, c'est souvent des très, très bons parents qui assurent et qui assument aussi tout ça et c'est OK. Voilà, j'aime bien le dire parce qu'il y a encore aussi beaucoup de stigmatisation autour de ça, chez les très jeunes, parents et chez les moins jeunes. Sur, les 2 parties les plus extrêmes, on va dire, qui font finalement ce choix, plutôt de garder, une grossesse, et Ouais, ouais, encore plus peut-être, enfin moi dans ma tête effectivement encore plus chez des jeunes femmes où il va y avoir une stigmatisation notamment sur ce choix-là par rapport aux études et à la vie plus tard. ouais, ouais, tout à fait et c'est des les très jeunes parents, moi je les adore parce qu'ils ont encore gardé en eux un brin, tu sais, d'insouciance, pas de naïveté, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais tu sais, de trucs très joyeux et c'est chouette aussi. Il y a souvent, ouais, moins d'anxiété que chez les gens un peu plus vieux, Mmh. c'est sûr. Et tu évoquais aussi, que tu pouvais être confrontée, enfin les patientes pouvaient être confrontées à un milieu, à un entourage, qui pouvait mettre un peu la pression, que ce soit le conjoint, pression familiale ou pression des collègues. Comment est-ce que tu fais toi pour recentrer le discours sur elles, le choix sur elles? Parce que ça doit Alors pas être facile psychologiquement. ouais, ouais, c'est très juste. Ça m'est arrivé une fois, je fais sortir le l'accompagnant, pour vraiment poser les questions, t voilà, que ce soit juste et ce que je fais aussi des fois, c'est que je propose de prendre un peu plus de temps, quand on peut pour, voilà, pour mener la réflexion. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple, hein. J'ai eu une situation quand même d'une dame qui est venue pour une IVG, qui m'avait raconté que sa première expérience, ça avait été, subie. Alors ça avait pas été avec moi, hein, cette première expérience, mais elle y revenait en disant, «Purée, ça me Mmh. retombe dessus», et là, pour le coup, c'est vraiment, de mon plein gré, mais en même temps, je sais ce que c'est que d'avoir subi ça et c'est vrai que c'est hyper important parce que c'est notre choix de femme et notre corps et tu peux pas laisser quelqu'un décider pour toi. Après la pression, elle se fait un petit peu malheureusement, naturellement avec quelqu'un qui même sans vouloir être maltraitant, va peut-être être, très, terre à terre, voilà, sur des besoins, des fois ça va être le logement, ça va être, vraiment des questions, hyper pratico-pratiques. Ouais, ça va être plus insidieux que juste, de la maltraitance, Bien psychologique. sûr. Ça va être fait dans un contexte, très insidieux où les choses vont être plus ou moins dites, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, d'ailleurs, que ce soit, mettre la pression pour avorter ou mettre la pression pour garder l'enfant, parce que, la personne est contre, l'avortement. Enfin, ouais, le système de pression peut intervenir dans les 2 situations. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu estimes aujourd'hui que les femmes, elles sont suffisamment informées quand elles viennent te voir, dans ton cabinet sur l'IVG? Est-ce qu'elles savent déjà un petit peu ce qu'il, va se passer pour elles? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont, complètement perdues, au-delà du choix qu'elles ont à faire? Elles viennent souvent en étant assez sûres d'elles, quand même la majorité, quand même elles viennent un peu, «Allez hop, je viens, voilà, je sais ce qu'il me faut». Par contre, est-ce qu'elles sont informées sur leurs droits? Non, pas assez. Voilà, il y a certaines personnes qui pensent encore que l'IVG, elle est interdite après 7 semaines, ça a un petit peu évolué. En tout cas, moi je milite, pour, l'éducation en santé sexuelle, reproductive. C'est hyper important de parler de tout Mmh. ça et d'en parler même aux jeunes. On sait aujourd'hui que l'éducation à la sexualité, un jeune qui est éduqué à ça très tôt, hein, dès le collège, et ben, ça va être des jeunes qui auront moins de risques d'IVG, moins de risques, d'IST aussi, qui ont des premiers rapports, sexuels, plus tardifs. Alors tout ça pour dire que vraiment, moi j'invite vraiment les parents à aborder, la question, on essaie d'amener ça vraiment dans les collèges, mais c'est pas forcément facile d'aborder tout ça. Mais de dire que ça existe, que voilà, c'est une responsabilité, aussi bien des filles et des garçons. Moi, j'ai des garçons, mon aîné est rentré au collège. Alors il est loin loin de tout ça encore, il est encore très naïf, mais je sais que j'ai cette pression-là de me dire, voilà, il faut qu'il prenne, un jour sa sexualité, hyper au sérieux et je vais tout faire pour que ce soit pas tabou, en tout cas. Ouais, c'est ça et puis dans le cadre du collège, on a toute cette vision,
de ces moments de cours sur la sexualité où tout le monde ricane un peu parce que bon, c'est le collège, on est là avec les copains, donc effectivement en parler dans un cadre plus intimiste, rendre ça moins tabou aussi dans le cadre familial, ça peut permettre de parler plus sérieusement aussi de ces sujets-là, même si c'est déjà bien effectivement qu'ils en entendent parler au collège. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai, il faut que ce soit, ajusté. On en a beaucoup parlé dans les infos ces derniers temps. Moi, je travaille là actuellement sur la rédaction de petites fiches un peu en mode, incollable, destination des collégiens, pour justement leur donner des infos sur les contraceptions et aussi, sur leurs droits. Pour moi, Mmh. c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, quand même, l'air de rien, même si tout n'est pas parfait, il y a de plus en plus de droits. Il y a des droits quand même à la contraception, gratuite, sans ordonnance, quand on a moins de 26 ans, ça, c'est quand même vraiment cool. Aujourd'hui, même l'IVG, ben, il y a pas d'avance de frais. Ça aussi, enfin, c'est des petits détails, mais c'est important de le signaler, à des jeunes, qui pourraient avoir peur. La contraception d'urgence, là, du lendemain dont on parle, pareil, on peut l'avoir en pharmacie sans document, sans rien, et qu'on soit un garçon ou une fille et ça, c'est quand même, incroyable, quoi. Ouais, c'est sûr qu'en France, on a quand même des beaux droits, sur la sécurité sociale, la santé, la prise en charge, notamment quand on est jeune, hein, J'espère que ça va durer, à préserver. Il faut vraiment militer pour que la santé, l'éducation, ça reste, quand même valorisé. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as pu constater des fois une stigmatisation autour de l'IVG, que ce soit par les patients, mais aussi par, le milieu, médical? Ouais, alors je trouve que les choses, elles ont bien évolué et tant mieux. Pas dans mon entourage proche, mais je sais que certains professionnels ou, même peut-être on peut le voir sur les réseaux sociaux, il peut y avoir encore des discours, culpabilisants. On sait qu'il y a des gens, voilà, anti-IVG. Ce qui est parfois difficile, à voir, c'est qu'il y a certaines femmes qui s'expliquent, qui se justifient, qui culpabilisent, qui s'excusent. Voilà, après on est humain, on n'est pas des robots. Moi j'essaye de, vraiment de déculpabiliser, mais c'est vrai qu'on peut constater que certaines femmes se sentent un peu seules face à ces discours-là. Donc faut vraiment inviter, les gens à en parler, à ne pas avoir peur d'en parler et moi, c'est vrai que je parle assez ouvertement de l'IVG sur les réseaux sociaux aussi pour montrer que en fait, il y a des patientes qui consultent. J'en ai toutes les semaines. Elles peuvent être, notre sœur, notre mère, notre fille, enfin des jeunes, des moins jeunes, quel que soit le milieu. Voilà, moi j'aime bien vraiment, sortir, de ces trucs de: «Je m'excuse», «Ah j'aurais pas dû oublier», j'ai des patientes, «Ah j'ai vomi ma pilule, j'ai pas pensé, j'aurais dû y penser», mais en fait, bah oui, mais en même temps, ben écoute, non, ben ça arrive et c'est OK, voilà, faut vraiment sortir un petit peu, toute cette culpabilité-là de la tête. Ouais et puis aujourd'hui, en fonction des régions aussi, l'accès n'est pas le même. Tu parlais un petit peu au début, des moyens, médicaux en France qui sont pas les mêmes selon les régions, qui sont pas, les mêmes partout et donc l'accès n'est pas le même pour les Françaises, hein, qui souhaitent, consulter pour un avortement. J'imagine que ça rentre aussi en compte des fois dans des difficultés, Ouais, de bien sûr. parcours. Bien sûr, après c'est inhérent vraiment aussi à aux difficultés qu'on a, à prendre en charge les gens tout court, quoi. Mmh. Et les 5 prochaines années, elles vont être dures, quoi. Il va y avoir des retards diagnostiques et ça, c'est vraiment problématique. Donc vraiment, ouais, peut-être s'il y a un message vraiment à retenir là, comme ça, c'est connaître les délais maximum. Maintenant on en a parlé, c'est 9 semaines d'aménorrhée. La patiente, si elle est à 7, elle fonce à l'hôpital pour avoir un rendez-vous si son médecin de ville, il ne peut pas, offrir un rendez-vous. Après à l'hôpital, on peut aussi avoir des prises en charge médicamenteuses, donc qu'on se rassure, mais au moins on aura peut-être une prise en charge rapide et dans les délais. Que tu disais, c'est qu'en termes de professionnels de santé qui peuvent, accompagner une femme qui souhaite faire un avortement, il y a les médecins généralistes, sages-femmes, gynécologues et hôpital. Tout ça pour la prise de médicaments et hôpital directement pour une intervention chirurgicale et aujourd'hui même sur Doctolib, si tu tapes a priori ce que tu disais avortement ou IVG, ça te permet de trouver des médecins qui pratiquent, Ouais, tout à l'avortement. fait et je rajouterais aussi, il y a les plannings familiaux. Oui. Donc les plannings familiaux, tu vois, c'est tout ce qui gère, en général, c'est les pilules, les tests aussi, d'infections sexuellement transmissibles, mais il y a la possibilité d'avoir des IVG.
Tu as fait doucement le lien avec une clause qui existe, en France, qui est une clause qui avait été mise en place, lors du vote de la loi Veil, donc la clause de conscience, et elle avait été mise en place, c'était entre guillemets «une concession», hein, qui avait été faite aux parlementaires à ce moment-là qui étaient, contre l'avortement, qui permet, alors je vais peut-être mal le dire et tu me reprendras si c'est pas exactement ça, mais qui permet en tout cas aux médecins, aux professionnels de santé, de choisir ou non de pratiquer, l'avortement. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette clause en tant que médecin généraliste? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Parce qu'on peut se dire a priori: «Bah, ouais, mais ça limite l'accès du coup aux femmes». Dans des pays comme l'Italie, où de moins en moins de médecins souhaitent, pratiquer des IVG, ça devient de plus en plus compliqué. Et en même temps, aujourd'hui en France, a priori, on a encore des médecins qui l'acceptent et on n'est pas dans le cas de l'Italie et on se dit: «Bah, je préfère être accompagné par un médecin qui et pro-IVG pour peut-être moins me faire juger». Toi, qu'est-ce que tu penses, de tout ça? Alors c'est un super sujet. Alors il faut quand même juste préciser que cette, clause de conscience, elle dit que, en gros, bah, les médecins qui sont pour les IVG, ils peuvent les pratiquer, ça c'est réglé. Mais les médecins qui sont contre, ils doivent donner un contact d'un médecin qui ou d'un pro de santé qui, pratique les IVG. Ça veut dire qu'en fait, en gros, s'ils sont contre, ben, éthiquement, souvent c'est religieusement parlant, Mmh. et ben, ils sont pas obligés de, entre guillemets, «assister à l'acte» et donner ce médicament, en question. Alors Mais moi, par je trouve contre, ils ont l'obligation d'informer la femme. Ils peuvent pas la laisser sortir de bien son sûr. cabinet ou du rendez-vous sans avoir un nom pour savoir par qui elle peut être accompagnée. OK. C'est ça, mais ça, c'est valable, tu sais, pour toutes les prises en charge, hein. Un Mmh. patient qui vient te voir, tu es obligé de répondre à son soin, et si tu sais pas prendre, en charge, tu peux, déléguer. Ça fait partie aussi de l'accompagnement que de dire, par exemple: «Ça, je ne sais pas». Là, on Mmh. est dans un truc beaucoup plus subtil. C'est que finalement, donner un traitement, c'est pas bien compliqué. Accompagner, alors évidemment, il faut être un peu formé, on en parle depuis tout à l'heure, tu fais pas ça comme ça à la va-vite. Mais par contre, on joue sur le fait qu'on peut, réduire cet accès aux soins juste pour des convictions, Mmh. et moi ça me gêne énormément. Je trouve ça très problématique. On est dans des contextes concrets de déserts médicaux. Voilà, en tout cas, ça envoie un message comme quoi l'IVG, c'est un acte à part qui serait moins légitime. Moi vraiment, je suis très favorable à la suppression de cette clause. Je la trouve pas normale, en fait. On est médecin, on est là pour répondre à des besoins. Là, pour le coup, qui sont vraiment quand même, vraiment quels qu'ils soient de toute façon, on doit répondre, et si la personne est médecin et elle est pas capable d'intégrer que c'est dans les besoins et donc pour le bien de l'autre, je trouve ça très problématique. Je serais intéressée de savoir s'il y a vraiment beaucoup de médecins qui, utilisent cette clause de conscience. Eh bien, en France, j'ai eu énormément de mal à trouver des statistiques parce que ça m'intéressait aussi de me dire, est-ce que faut vraiment se poser la question parce que ça commence à être dangereux comme en Italie? Est-ce qu'il faut légiférer à nouveau dessus? Parce que, c'était les 50 ans, de la loi Veil, cette année, donc du coup, c'est quelque chose qui est ressorti, sur lesquels il y a beaucoup de professionnels de santé qui, effectivement, sont de ton avis, ne sont pas d'accord et voudraient revenir sur cette clause-là parce que, aujourd'hui, les médecins, les professionnels manquent de moyens et donc ça permettrait aussi de pouvoir accompagner mieux les femmes si, tout le monde devait le faire. Donc j'ai pas trouvé de statistiques concrètes sur le sujet malheureusement. Pour moi, c'est impossible d'avoir des stats. Pourquoi? Parce qu'il y a les médecins qui choisissent de pratiquer les IVG. Alors il y a peut-être un acte militant là-dedans, dans l'idée de, voilà, d'aller se fournir en médicaments, de faire les formations, et cetera, de gérer toute la logistique qui va avec. Et puis il y a ceux qui pratiquent pas les IVG. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont contre les IVG? J'ose espérer que c'est une, minorité, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'ils ont d'autres choix, dans leur carrière, ils se sont spécialisés dans autre chose, et cetera. Il y a un moment aussi, ils sont blindés de boulot, on peut Oui, tu comprendre. peux pas te spécialiser sur tous les sujets et tu parlais justement de la formation. Les médecins, généralistes qui pratiquent des IVG sont formés sur ce sujet? Il y a une formation, sur l'IVG? Ouais, 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 moi je m'étais OK. formée au CHU. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en lien direct avec eux s'il devait y avoir des complications. Voilà, donc on a tout un protocole qui est propre. En tout cas, moi, à celui de ma ville, je suis pas sûre que ce soit tout à fait national, mais en tout cas, on a une façon de fonctionner, voilà, où on scanne, les documents, la patiente, on sait où elle est, on sait comment elle est joignable,
Voilà, il y a tout qui est très, tracé quand même malgré tout. Merci pour, ton retour très honnête sur cette clause-là parce que, moi je suis complètement de ton avis et reposer une décision d'accompagner une soignante sur ses propres valeurs à soi, je trouve ça questionnable. Je travaille pas du tout dans la santé donc qui suis-je pour le dire à part une femme qui a vécu un avortement? Je trouve ça dommage effectivement de faire reposer ça sur, des convictions personnelles et de différencier cet accompagnement-là, comme si ce n'était pas un besoin, médical, comme si Ouais, c'était pas un besoin, mais pour tu la sais, moi, femme. c'est des questions que je me suis posées assez tôt dans mes études. Parce que je me souviens quand je faisais des gardes aux urgences, très vite, on nous recadre, on nous dit: «Bah non, déontologiquement parlant, c'est un humain que tu as en face de toi, tu vas le soigner très bien, comme tu soignerais n'importe qui et tu mets de côté, ce qui». «L'éthique» entre guillemets ou le côté, Ouais, c'est valeur qui pourrait te freiner, voilà. Après je dis ça parce que je sais aussi que les personnes qui seraient contre les IVG, elles ont des arguments qui sont les leurs et il faut qu'elles, enfin, ouais. C'est compliqué comme situation mais ouais. Merci beaucoup pour, ton avis sur le sujet. Tu parles de l'IVG sur internet assez, ouvertement. Pourquoi c'est important pour toi d'être, une médecin généraliste engagée? Alors merci, alors effectivement je parle, d'engagement, de dignité, d'accès aux soins, d'autonomie, voilà, de liberté aussi, sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Cœur Net et on en fait, j'ai envie de dire, c'est surtout, face à l'actualité, c'est vrai que l'IVG, par exemple, ça a été, attaqué, c'est des droits fondamentaux qui, on sait que c'est hyper fragilisé en ce moment. Nous, les médecins, on doit pas être spectateurs, on doit vraiment, être des vigies, on doit, pouvoir, lever, des tabous, montrer qu'il y a une réalité, des besoins et la médecine, c'est pas juste, le corps, c'est aussi, tout ce que ça représente, voilà, sur les lois et cetera. Alors c'est vrai que le passage dans la constitution typiquement, c'est des choses, dont j'ai parlé parce que c'est quand même hyper important. Tu fais aussi beaucoup de fake med, comme tu les appelles. Tu débunkes, certains sujets et ça permet aussi de aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de bêtises, dites, alors je suis pas, sur, la santé, dans un niveau général, mais en tout cas sur l'avortement, on peut lire qu'on conseille de boire une boisson avec du gingembre et du citron dedans et qu'on va avorter. Heu, Non. donc toi, je vois que sur ton compte, Le Cœur Net, tu reviens justement sur des fake meds ou des choses un peu plus, alors plus sérieuses pour débunker justement certains sujets. Et débunker, ben, voilà, après il y a du bon et du moins bon dans cette ère, des réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, il y a aussi des mauvaises infos qui circulent donc je trouve ça chouette quand il y a des personnes qui sont diplômées dans leur domaine, qui vont, voilà, faire ce petit travail-là d'expertise ou alors, en tout cas d'ouvrir les yeux et de dire aussi, ben, voilà, c'est là que vous allez pouvoir trouver, des outils, des ressources. C'est vrai que là, je viens de créer une newsletter à destination notamment des parents, mais aussi des jeunes. Dedans, j'ai vraiment créé des outils pratico-pratiques avec des ressources, par exemple, la dernière, c'était sur, l'anxiété. Je me suis amusée à aller trouver toutes les applications, les films, les séries et en fait, j'aime bien cette idée d'aller fournir des choses utiles, voilà, pour sensibiliser, voilà, créer un petit peu du lien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu seuls et qui peuvent pas forcément parler comme on l'imagine. Voilà. Donc j'aime bien aussi de temps en temps faire un point sur le fait qu'on a voilà, on a quand même de la chance, il y a des choses qui existent, il faut juste savoir aussi qu'on peut s'en emparer. Ouais, de rendre, des choses simples accessibles, à tous. Est-ce que tu aurais, 1 ou 2 fake meds à débunker, sur le sujet justement de l'IVG auprès des personnes qui nous écouteraient aujourd'hui? Waouh! Alors sur l'IVG, c'est une bonne question. Ouais, moi j'ai entendu quand même pas mal de choses où, tu sais comme, les gens savent qu'il faut pas boire d'alcool quand on est enceinte. J'avais entendu un truc, de ce style-là, comme quoi il fallait se faire mettre, des murges, pour pouvoir arrêter une grossesse, et waouh, c'est horrible de se dire que ça puisse être crédible. Donc vraiment non, faites pas ça, faites-vous accompagner. Ouais, il y en a beaucoup, hein,
des choses à débunker sur l'avortement, mais même sur des choses, enfin, tu en as débunké du coup tout à l'heure en disant: «Est-ce que, l'IVG rend stérile?» Non, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut beaucoup voir aussi, que l'IVG rend stérile et que ce sera plus possible d'avoir une grossesse ensuite. Ouais, ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible Mmh. de véhiculer ce genre d'infos et le problème, c'est que ça touche à l'émotion, donc ça fait des posts qui sont un peu sensationnels et qui vont voyager et franchement, c'est la cata de lire ça, quoi. Franchement, c'est pas possible. Malheureusement, quand ça arrive, voilà, dans les oreilles d'une personne qui sera peut-être un peu seule, pas accompagnée, enfin, des fois, on n'ose pas aborder des sujets, de ce style avec ses proches, ses parents, donc on pourrait totalement y croire, quoi. Complètement. C'est pour ça que je me dis aussi qu'avec ce podcast, ça permet, et je suis, vraiment reconnaissante que tu aies accepté cette interview, ça permet de dire des choses, concrètes, des vraies informations, parce que forcément on peut trouver de tout sur internet, encore faut-il du coup après aller revérifier les choses. Alors il y a des choses qui sont énormes, mais en fait ce qui est dommage, c'est de se dire que peut-être que des personnes qui sont beaucoup moins informées peuvent le croire et peuvent, faire des choses comme ça alors que, ça ne fonctionnera pas. Ouais, je pense que vraiment il faut pas rester sur nos acquis, il faut continuer à valoriser, l'IVG, savoir qu'elle existe. Il faut l'enseigner, savoir que voilà, savoir qu'on Mmh. peut se renseigner, prendre des infos. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de s'exposer ou d'être, étiquetées, au sein de la profession, mais quand même ça bouge beaucoup. Il y a de plus en plus de patients qui s'engagent. Moi, mes collègues qui pratiquent pas les IVG, elles m'ont entre guillemets «dans le carnet d'adresse», elles m'envoient un petit texto, «Laure, est-ce que tu peux voir machin?» et hop et ça s'organise. Donc quelque part, rien que ça, déjà, c'est des actes militants et après, ben, sur les réseaux sociaux, il y a pas beaucoup, forcément de médecins généralistes ou de soignants, mais il y en a quand même et ceux qui sont là et ben, voilà, ils jouent le jeu de valoriser les droits fondamentaux, quoi. Il faut vraiment, vraiment garder ça en tête et j'ai envie de dire aussi, je pense qu'il y a un discours à avoir pour les accompagnants. Qu'il y a, ben, voilà, quand on est concerné directement dans notre corps, c'est une chose, mais quand on accompagne un proche, une proche, quand on a une copine, qui traverse ça, notre fille, enfin, je sais pas qui, notre voisine, peu importe, ben, voilà, c'est pas rien donc peut-être qu'il y a des choses quand même à enseigner, des trucs tout bêtes, mais peut-être là, je disais de garder les enfants, mais c'est con, hein, mais bah, comment je peux t'aider? Ben, je te garde tes enfants cette semaine-là, je gère le périscolaire. Comme ça, toi, tu te décharges, de ça. Qu'il y a des traitements à aller chercher en pharmacie, moi, je peux te dépanner, voilà, des fois, ça m'arrive, moi, de prescrire des arrêts de travail en fonction de ce que peut pratiquer la patiente. Bah, est-ce qu'il faut en parler, dans notre profession? Et puis si nous, on est, je sais pas, si on est responsable dans une boîte, ben, peut-être, est-ce qu'il faut pas ouvrir la parole sur le sujet? De dire: «Bah, si ça vous traverse, ben, ça me regarde pas», mais alors la question des grossesses, c'est toujours compliqué en entreprise, Mmh. mais peut-être, de dire que d'ouvrir tout de suite la parole: «Bah, écoutez, moi j'ai traversé ça, dans ma vie. Sachez que si ça vous arrive et ben, je me broncherai pas, si vous devez traverser ça et on vous accordera, des jours, de repos». Enfin, j'en sais rien. Mais en fait, on peut être militants tous à notre, façon, je Ouais, et pense. même juste à notre petite échelle de même juste parfois dire aussi, si on est à l'aise avec ça, bah, j'ai avorté, et rien que dans un groupe d'amis, si on le dit parce qu'on se sent à l'aise de le dire, bah, ça permet, éventuellement dans ce groupe d'amis que s'il y a une autre femme qui passe par là, elle sache que toi tu es passée par là et qu'elle peut venir t'en parler, et bien sûr tu n'es pas, médecin, mais tu peux l'accompagner, tu es déjà passée par là. Et totalement et j'ai envie de dire même si on n'a pas de conseils à donner, je pense que juste d'être une bonne oreille, de D'être laisser les présente. gens, Mmh. voilà, déposer ce qu'ils ont à déposer, parce que des fois, voilà, juste de verbaliser, de sortir ce qu'on a à sortir, je sais pas, des fois, c'est de l'ordre de l'injustice, «Pourquoi ça me tombe dessus?» et puis ta ta ta. Des fois, c'est des situations un peu complexes parce qu'il y a des maladies dans la famille ou enfin, en fait, juste d'entendre ça, d'accueillir ça et de dire: «Ben, écoute, je suis là, tu peux m'appeler quand tu veux, si tu pas bien cette nuit, ben, viens sonner», enfin, peu importe, trouver une combine, pour être présent, ouais. Ouais, d'être une écoute, bienveillante auprès de sa personne, ou même juste lui demander: «Est-ce que tu as besoin de quelque chose?» Effectivement, tu donnais plein d'exemples de comment on pouvait aider, mais il y a 1000 façons dont une personne pourrait, apprécier être aidée, donc ne pas hésiter à lui demander. Ouais, ouais, totalement. C'est quoi tes besoins? C'est vraiment cette question-là. C'est, qu'est-ce que je peux faire concrètement?
Et puis des fois, bah, ça va être, je sais pas, un plateau de sushi, des trucs, en fait, voilà, c'est un peu matériel ce que je dis, mais voilà, du réconfort, hein, d'amener du chocolat, Mmh. et puis, ça va être des choses comme ça. Et toi, en tant que médecin, quelles sont les choses que tu aimerais, voir évoluer sur le sujet de l'avortement en France? J'aimerais qu'on lâche un peu les baskets de certaines personnes. J'ai envie de qu'on laisse les gens tranquilles, voilà, que ce soit dans leur sexualité, dans leur choix d'avoir ou non des enfants. Voilà, j'ai envie qu'on amène un peu plus d'humain, dans nos vies et qu'on ait beaucoup plus de tolérance. Voilà, je pense que le monde a besoin de ça, de bienveillance et de tolérance et l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Les gens, ils font des choix qui sont hyper personnels, mais qui sont pas les nôtres parce que nous, on fonctionne différemment. On n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes chances Mmh. et voilà, donc je pense que vraiment il faut faire preuve de tolérance dans la vie parce que sans ça, vraiment la terre elle tourne pas rond. Et si tu as un petit mot à passer à des jeunes médecins qui écouteraient éventuellement ce podcast et qui, hésitent à proposer, l'IVG dans leur cabinet, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, Mmh. qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que humainement, c'est quelque chose de très fort et moi ça au-delà de je te parlais d'actes militants, mais c'est chouette de faire ça pour les autres et pour ces droits-là, mais en fait, ça m'apporte énormément et je suis toujours très touchée d'être un petit peu à la rencontre de ces chemins de vie. Voilà, je me souviens d'une histoire, où j'avais accompagné un jeune couple dans le cadre d'une IVG et en fait, 1 an plus tard, ils ont eu un désir d'enfant et on s'est revus, dans ce projet-là et c'était chouette, tu vois? Et en fait, voilà, il y a pas d'histoire, simple, mais par contre, c'est humainement toujours très fort et on est à des moments de vie qui sont très gratifiants. Et je trouve que, ben, particulièrement la médecine générale, je trouve qu'on manque quand même, de reconnaissance, notamment par rapport à certaines spé. Et je pense que humainement, quand même, ça fait du bien d'avoir, bah, ces merci-là, voilà, des personnes qui vont, me laisser un petit message, une petite carte. Des fois, c'est une attention, «Merci d'avoir répondu à, voilà, à ce besoin-là. C'était, voilà, vous m'avez beaucoup aidé», ce genre de choses et ben, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais, humainement, ça t'apporte, beaucoup de pouvoir suivre et accompagner ces personnes. Ouais, 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 carrément. Après, c'est vrai qu'il faut accepter d'accompagner, voilà, comme dit, ils prennent un traitement. Les patients prennent un traitement, chez elles, plus tard, ça peut tomber des fois un week-end, et cetera. Enfin, une sorte d'investissement, aussi qu'on fait nous, voilà, pour permettre aux patients d'aller au bout, de tout ça et je trouve que ça en vaut la chandelle, vraiment. Si tu avais un message à faire passer aux auditeurs de Merci Simone, heu, lequel serait-il? De quoi tu as envie qu'ils se souviennent? Quelque chose qui est important, pour toi sur tous, ces sujets? Bah, déjà, moi, je vous remercie d'être allé au bout de cet épisode. Si vous avez, écouté tout cet épisode, c'est que vous avez cette sensibilité-là et je vous remercie parce que je pense que le monde a besoin de personnes comme vous voilà, qui s'intéressent et qui vont peut-être, prendre des petites infos là qu'on a laissé passer, tout au long, de l'épisode, voilà, pour peut-être, voilà, encore une fois, ouvrir la parole, lever les tabous et être, nous tous à notre petit niveau, des acteurs aussi de ce droit-là. Et je pense vraiment que le point qui est important aussi, c'est qu'il faut pas qu'on lâche ce droit et moi, je me sens un petit peu menacée aujourd'hui, pour tout te dire, parce que je sais que l'actualité politique, elle est compliquée. Donc je pense qu'il faut avoir conscience que pour le moment, c'est chouette, tout va bien, mais que ça peut tourner, donc il va falloir, militer et puis être présent pour, garder ses droits. Et pour terminer, tu as un compte donc, Instagram et aussi un podcast, Le Passage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors, mon compte Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn, c'est, Le Cœur Net. C'est mon compte de vulgarisation et de prévention en santé et Le Passage, c'est mon podcast. Alors il est tout frais, il est sorti au mois de juin.
2025. Donc c'est un podcast à destination des accompagnants, soignants ou parents d'ados pour vraiment donner des tips et puis, ouvrir la parole sur, des problématiques, de jeunes, du pré-ado à l'adulte jeune. Donc, il y aura un épisode, sur la sexualité et les IVG. Pour moi, c'est hyper important de traiter, cette situation-là et en complément, donc il y a une newsletter, pour donner des infos sourcées, des docs, pratico-pratiques, sur la santé et la prévention. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'aurais pu encore passer plein de temps, mais je sais que ton temps, est précieux, mais c'était vraiment passionnant. Donc merci Merci d'avoir à toi. accepté cette invitation. C'était un super moment. Je vous remercie vraiment à tous, pour cette écoute et puis à toi pour ces questions qui étaient vraiment pertinentes et qui, je suis sûre, aideront plus d'un. Un immense merci à Laure pour ta participation à ce podcast et je vous invite à la suivre sur son Instagram Le Cœur Net où elle diffuse plein d'informations très intéressantes. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast. En attendant le prochain épisode, merci Simone.